Mais avant de parler d'opéra, on va aller tout d'abord à Versailles pour les fêtes royales. C'est en ce moment, c'est un sujet signé par nos trois drôles de dames, Johanna Soudry, Élodie Moine et Florine Digowski. On va en prendre plein les yeux. Après Venise, Vivaldi, Versailles, le château de Versailles accueille Handel sur le Grand Canal pour ses fêtes de nuit. Handel est un compositeur baroque comme Vivaldi, dont on va dire, la période est la même que celle du château de Versailles, mais c'est aussi quelqu'un qui a composé de manière géniale pour le plein air, et c'était ce plein air qui nous intéresse ce soir. Pour ces feux royaux, deux chefs-d'œuvre d'Handel mis en lumière, Water Music, interprété en 1717 pour le roi d'Angleterre sur une barque remontant la Tamise, et Royal Fireworks Music, composé en 1749 et joué lors de la célébration de la paix d'Aix-la-Chapelle. Deux classiques faits sur mesure pour le domaine de Louis XIV. Le décor du Grand Canal est désormais bien connu du groupe F qui signe les fêtes royales de Versailles depuis de nombreuses années. Malgré l'habitude, le trac de la première ne disparaît pas. C'est encore pire que la première fois. C'est toujours des spectacles très très compliqués. Il faut que ça ait l'air simple, il faut que ça soit magique. Et en même temps, derrière, il y a évidemment des montagnes de techniques, de timecode, d'ondes, de Wi-Fi pour que tout ça fonctionne tout ensemble. Donc on a toujours très peur que la technique nous lâche. La technique et le temps, deux éléments déterminants pour les spectacles pyrotechniques qui allient flammes, feux d'artifice, laser et hologrammes. Cette année, on est plus avec d'autres créateurs. Donc il y a Claude Liffante qui vient pour la création laser, il y a Michel Amann qui vient pour la création fontaine. Et pour le reste, c'est les arguments du groupe F dans la partie plus théâtrale et lumière. Et on a créé comme ça 2-3 très belles surprises. Et parmi les surprises réservées au public, ce grand bateau illuminé naviguant sur les flots. Qu'est-ce que vous avez préféré? Le bateau, le grand bateau avec Louis surtout. Tout, c'était exceptionnel. C'était trop bien. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? À la fin. Oui, pourquoi? Parce que ça faisait trop de bruit. Et maman, je me suis moquée dans ma tête parce qu'elle s'était bouché les oreilles. Les feux d'artifice royaux et leur impressionnant bouquet final embraseront le Grand Canal jusqu'au 6 juillet pour 4 représentations. Voilà, alors ça se passe à Versailles. Maintenant, on va parler de ce qui va se passer samedi soir à Buc avec le maire de Buc, Jean-Marc Lerudulier. Bonsoir. J'ai envie de dire, un opéra, traditionnellement, ça s'écoute dans une salle de spectacle. En tout cas, à Buc, on a choisi de le faire écouter en plein air. Pourquoi ce choix ? Alors on a choisi de le faire écouter en plein air pour valoriser un peu notre patrimoine culturel. On a un château à Buc qui a une histoire quand même et qui possède on en a fait, derrière le château, on a fait un théâtre de verdure et on a profité parce que nous étions allés en Allemagne voir un opéra qui s'appelait Tosca et l'organisateur de cet opéra avait souhaité travailler en région parisienne et on lui avait dit à Buc, nous avons un château. Il est venu, il est tombé amoureux du cadre et c'est comme ça que l'aventure a commencé, je dirais. Ça, c'était donc il y a 6 ans. Alors, c'était en 2007, puisqu'on a commencé par Tosca, donc. Ensuite, Carmen a suivi, un grand opéra, Othello, Le Barbier de Séville, La Traviata, et cette année, Alors, cette année, Manon de Jules Massenet, et c'est pas un hasard, puisqu'on célèbre le 100e anniversaire de la mort de Jules Massenet. On célèbre effectivement le 100e anniversaire de la mort de Jules Massenet, c'est pour ça que nous avons choisi Manon, donc pour célébrer ce centenaire, et puis essayer de changer un petit peu. On a toujours essayé d'évoluer dans nos opéras. Donc cette année, c'est un opéra chanté en français. Donc, oui, parce que j'allais aussi vous poser une question. En général, quand on va à l'opéra, dans la salle de spectacle, tout est sous-titré. Parce que les opéras peuvent être en italien ou en allemand. Ils sont pour plus de compréhension, c'est sous-titré. Chez vous, on ne peut pas sous-titrer du coup. On sous-titre quand même. On a sous-titré. Comment vous faites pour sous-titrer? Les 3 dernières années, on a sous-titré par un système de bandeau, là, si vous voulez, luminescent. Alors effectivement, le premier acte, très souvent, les sous-titres sont difficiles à lire parce qu'il fait encore jour. Mais
au fur et à mesure que la nuit tombe, les sous-titres apparaissent. Cette année, c'est un petit côté mystérieux ce que vous nous racontez. Cette année, pas besoin de sous-titres. C'est en français. C'est en français. Un petit mot quand même sur la distribution. Il y a le rôle phare qui est tenu, et c'est Cocorico, quand même, par Herminie Blondel, qui est une soprano franco-américaine. Franco-américaine, mais j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a 2 mois environ, puisque Victor Vaccaro, le patron de la troupe, était en train d'essayer de trouver la soprano qui pourrait chanter Manon. Et c'est vrai que c'est une femme très agréable, très cultivée d'ailleurs, très agréable, et je dirais très simple. On a rencontré une femme simple. Je pense qu'il faut s'attendre à bénéficier d'une qualité de l'œuvre au travers de toute cette distribution, si vous voulez. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui pensent souvent que l'opéra c'est un peu élitiste en fait, c'est pas pour nous, quoi. Non, c'est pas élitiste, et preuve en est. C'est un peu l'image qu'on en a en tout cas. Oui, mais justement, nous, on essaye effectivement de contribuer à rendre l'opéra accessible à tous. Et en particulier, cette année, on a une classe de CM2 du groupe scolaire Louis Clément, avec une institutrice, Madame Druen-Charnot, qui a travaillé toute l'année dans une classe qu'on appelle une classe PAC, un projet artistique et culturel, et qui a consacré son année à l'opéra. Et les enfants, qu'on a tous invités à l'opéra... du coup, vous invitez les enfants, du coup, vous invitez les parents. De toute façon, en général, ça on suit. invite les enfants et les parents à assister, et ils viennent quasiment tous. Je pense que pour eux, c'est une très bonne expérience. Ils vont venir samedi après-midi aux répétitions, assister un petit peu à tout ça. Et je pense que c'est une bonne expérience pour ces enfants. Et finalement, ces enfants qui ne connaissaient pas l'opéra, finalement, quand on est en CM2, on découvre. Je crois qu'ils ont fait le chemin qui leur a permis d'arriver à découvrir ce qu'était l'opéra. Alors en tout cas, aimez-vous l'opéra et quel est votre opéra préféré? C'est en tout cas la question que nous sommes allés poser dans les rues de Saint-Quentin. Aujourd'hui, on écoute la réponse des habitants. Oui, j'aime bien. Quelle est votre pièce d'opéra préférée? Carmen, je dirais. Beaucoup, oui. Non, pas trop. C'est pas que j'aime pas, mais enfin je suis pas un adepte de l'opéra. Dans ma jeunesse, c'était plutôt de l'opéra comique que j'allais voir avec mes parents, mais l'opéra, j'ai pas été. J'irai un jour, mais j'ai pas été. Oui, ce genre-là. Et quelle pièce en particulier? Beaucoup, mais j'aime l'opéra. Voilà. Les classiques. Non, pas du tout. Oui, ça dépend. La flûte enchantée. Oui, mais j'y vais pas du tout même. Enfin, je n'en connais pas trop, mais j'aime bien le style de musique. Les plus connus, quoi. Enfin, je connais que les plus connus, la Traviata, Carmen, ce genre de choses. Pas vraiment, pas trop. Oui, mais j'ai pas beaucoup l'occasion d'y aller puisque je n'habite pas ici. J'habite sur l'île de la Réunion, donc il n'y a pas vraiment d'opéra. Moi, j'adore Carmen. Ben voilà, il faut aller sur l'île de la Réunion. Voilà. Moi, je veux bien Manon aller. de Jules Massenet, cette dame sera ravie. On a entendu, les gens aiment l'opéra, ils aiment surtout l'opéra très connu, comme la Tosca, vous l'aviez programmé, Carmen également. Carmen aussi. Mais l'année prochaine, nous programmons, nous avons un scoop l'année prochaine pour 2013, donc pour la 7e opération de la Nuit de l'Opéra. La représentation, ça sera Aïda de Verdi. D'accord, on reste dans des classiques quand même. Ça, je crois que ça sera... Oui, mais Aïda, c'est... Les chœurs d'Aïda... c'est autre chose. Ça va donner quelque chose. Justement, je rebondis sur le côté sonorisation, moyen technique, parce que, effectivement, pour avoir une belle écoute dans un lieu comme le vôtre, comment on sonorise tout ça? Est-ce que ça demande des moyens techniques très importants? Il y a des moyens techniques, mais relativement importants, certes, mais c'est pas la grosse cavalerie, si vous voulez. Je pense que la première année, Tosca, la première année, nous ne l'avions pas sonorisé. On s'est aperçu effectivement que ça manquait de puissance parce qu'effectivement le son s'envole. Oui, puis après il y a des problèmes de vent qui tournent. Donc la deuxième année, on a commencé la sonorisation et à partir de ce moment-là, on a continué. Je crois que c'est d'une qualité qui peut rivaliser avec tous les autres. Puisque vous parlez de la Tosca, justement, je vous proposais de regarder un extrait. Vous disiez que ça n'avait pas été sonorisé, mais on va quand même se rendre compte du lieu et de l'ambiance de cet opéra. On va regarder tout de suite un extrait de la Tosca. C'était donc la première édition de l'opéra en plein air au château de Buc.
on sent bien quand même qu'il faut un effort. Oui, alors là, on entend, effectivement, c'est absolument magnifique. Et je vous demandais, pendant qu'on écoutait l'extrait, je pense qu'il y a quand même un effort supplémentaire qui est fait de la part, notamment de la chanteuse, pour arriver à extraire une voix comme ça aussi puissante que dans une salle. C'est indéniable, il y a un effort supplémentaire à fournir, ça c'est sûr. Ça c'est certain, mais ils le font avec grand plaisir d'ailleurs, ils adorent chanter. Manon, là, c'est 130 artistes avec les chœurs, c'est 55 musiciens, c'est l'opéra philharmonique de Prague, c'est 55 musiciens. Sous la direction d'Hans Richter, je pense que ça va être un beau spectacle. Effectivement, ça va être un beau spectacle. 130 artistes, c'est sûr, ça doit être qu'un beau spectacle et dans un lieu comme le vôtre. Mais du coup, on peut regretter que ça soit qu'une seule représentation. Samedi soir, 20h, Château de Buc. Pour ceux qui ne peuvent pas, finalement. C'est vrai. Alors pourquoi vous n'exportez pas, vous qui, votre commune fait partie de la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc, vous n'avez pas exporté votre représentation? On va essayer effectivement d'exporter notre représentation, de faire 2, voire 3, peut-être, enfin, mais pour l'instant, c'est qu'à l'état de projet sur le territoire de notre intercommunalité, qui pour l'instant est composée de 14 communes. Nous serons au 1er janvier 2013 17 communes, au 1er janvier 2014 18 communes. Je pense qu'on a un territoire relativement vaste et qu'on pourra profiter effectivement pour exporter, pour essayer d'exporter cet opéra. En tout cas, pour ceux qui veulent voir Manon de Jules Massenet, c'est samedi à 20h. À 21h, pardon. Un dernier mot sur les tarifs, parce que effectivement, pour voir un opéra, ils ne sont pas très chers. C'est 35 Alors les tarifs, pour les premières séries, la première série c'est 35 €, la deuxième série c'est 30 €, et puis on a un tarif à 20 € réservé aux étudiants et aux moins de 18 ans. Population qui est relativement importante quand même, et nous attendons entre 1200 et 1500 personnes. D'accord, vous avez déjà des réservations? On a déjà des réservations, mais il reste des places parce que le temps a été très mauvais jusqu'à maintenant, et je crois que les gens vont réserver demain et samedi. Et vous avez un dispositif sur pluie? Pas anti-pluie, mais... Si jamais il pleuvait trop, on serait obligé d'annuler. Mais on a les assurances qui permettraient de rembourser la totalité. J'ai pas idée de la météo de ce week-end, mais... D'après vous, il va faire beau. Il fera beau. Il va faire beau. Merci en tout cas, Jean-Marc Lerudulier, d'être venu en plateau pour nous présenter cet opéra en plein air, depuis le parc du Château de Buc. Ce sera ce samedi, à partir de 21h. C'est donc Manon de Jules Massenet. Et vous nous avez annoncé en avant-première qu'en 2013, ce serait Aïda de Verdi. Ça, c'est très beau, Aïda de Verdi. Je présume que le château de Buc a fait l'objet de fouilles archéologiques? Oui. Mais bon, c'est une transition pour nous, pour le sujet qui va suivre, parce que le service départemental d'archéologie a organisé une journée portes ouvertes. Et je vous conseille de regarder ce reportage signé Adrien Citeau. On apprend des choses étonnantes. Journée portes ouvertes au centre des archives départementales d'archéologie situé à Montigny. Samedi dernier, les visiteurs ont pu choisir entre une exposition du temps de Vercingétorix à Charlemagne dans les Yvelines, mais le clou de la visite, l'anthropologie physique ou l'étude des restes humains avec des squelettes plutôt bien conservés comme celui-ci de l'époque mérovingienne. Ce squelette, en examinant les os de son bassin, on nous dit qu'il est un homme. Voilà, en regardant en fait les traces qu'on peut voir sur les vertèbres, on peut en conclure que l'homme est un individu assez âgé. Élément important qui aide à déterminer la tranche d'âge du squelette à sa mort, sa dentition. Ici on a la mandibule d'un individu qui est donc immature, un enfant. On voit qu'il n'a plus aucune dent de lait, mais que ses dents définitives ne sont pas encore toutes poussées. Et à partir de ça, donc on voit que la première molaire est là, mais la deuxième n'est pas encore sortie. Les canines non plus. Donc on peut en déduire qu'il avait entre 10 et 12 ans. On peut presque tout savoir de la vie d'un humain via ses restes, et les séquelles qu'il a eues pendant sa vie témoignent de la dureté de l'existence à l'époque. La présence de fractures, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, se signale par un cal osseux sur l'os. Donc nous voyons ici une clavicule qui n'a pas subi de traumatisme, et de l'autre côté, une clavicule qui a été fracturée. Donc comme la fracture n'a pas été très bien réduite,
l'os, au lieu de se ressouder dans son prolongement, s'est chevauché et s'est soudé dans cette position. Ou sinon, donc là, des caries qui ont complètement détruit les molaires. La première et la deuxième molaire est tombée. Les caries ont entraîné la création d'un abcès. Et parfois, les ossements révèlent des pratiques encore inexpliquées, même aujourd'hui. Là, sur le côté, on peut voir une trépanation. Une trépanation est une ouverture volontaire sur le crâne. On incisait le cuir chevelu pour dégager l'os avec un silex, et avec ce même silex, on allait gratter l'os jusqu'à arriver au cerveau. Les portes ouvertes sont terminées, mais l'exposition de Vercingétorix à Charlemagne est encore visible jusqu'au 29 juin.